Bien, chers collègues, puisqu'il est l'heure et que nous sommes en nombre suffisant, je vous propose de démarrer ce deuxième 10-20-30 de la IPU. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'en tant que directeur-président de la Haute École Francisco Ferrer et aussi comme vice-président de notre section à IPU locale, je vous accueille donc à cette activité. Alors, je vais céder immédiatement la parole à Céline qui va vous présenter les deux interventions de ce soir, sachant que le principe, en principe, est connu de chacun d'entre vous. Merci. Alors aujourd'hui, on verra deux cas enseignants autour de l'image. La première, c'est autour de l'apprentissage de l'anglais. On va passer du cours augmenté jusqu'à un MOOC dans un contexte d'auto-apprentissage de l'anglais à la faculté Solvay de l'Université libre de Bruxelles. Ce cas nous sera présenté par Marjorie Castermans d'ici quelques instants. Et elle sera immédiatement suivie par un cas de l'apprentissage en éducation physique pour la psychomotricité à travers la vidéo. Ce cas-ci sera présenté notamment par Xavier Flamme de la Haute École Léonard de Vinci. Donc je cède tout de suite la parole à Marjorie Castermans qui est accompagnée de Nicolas Roland de la cellule podcast de l'ULB. Alors bonjour à tous, juste une petite précision technique. Contrairement à la dernière soirée, nous ne sommes pas en direct sur YouTube, mais nous serons diffusés demain sur YouTube. Donc j'espère que vous acceptez tous avec grand plaisir de partager le savoir que nous allons créer aujourd'hui et co-construire. Alors je vais accompagner ce 10-20-30, c'est-à-dire que je me chargerai de faire la modération des questions et la modération du débat. Et tout de suite, je vous présente Marjorie Castermans, qui, elle, va résumer son dispositif et on va vous montrer quelques vidéos de ce dispositif, voir ce qui a été créé dans le cadre de ce dispositif. Alors Marjorie, tu me diras quand je peux lancer les vidéos. D'accord. Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous. Alors pour moi, c'est une première d'être ici. Donc peut-être que vous le savez déjà, donc, je suis enseignante d'anglais et coordinatrice d'un programme d'auto-apprentissage en première année de bachelier en faculté de SBSEM. Et donc, depuis quelques années déjà, en fait, on a dû mettre en place un programme d'auto-apprentissage parce que les étudiants sont vraiment très très nombreux, donc depuis quelques années on a vu augmenter le nombre de plus ou moins 300 étudiants. Quand j'ai commencé en 2005 jusqu'à maintenant, plus de 1000 étudiants qui sont inscrits en première année de bachelier. Et donc il n'y a pas de créneau horaire disponible, il n'y a pas de possibilité de donner un cours en auditoire et donc le dispositif pédagogique qu'on a mis en place, c'est un programme d'auto-apprentissage où les étudiants sont censés se prendre en main et se remettre à niveau pour pouvoir suivre les cours de bachelier, de deuxième année de bachelier et de troisième bachelier, où là, le cours d'anglais est en petit groupe avec, évidemment, une méthode beaucoup plus interactive. Et donc, le dispositif a évolué de simplement un manuel d'auto-apprentissage que j'imagine, si vous êtes familier avec l'enseignement de l'anglais, s'appelle English Grammar in Use, qui est un ouvrage de référence dans l'auto-apprentissage et qui est donc en fait l'outil de base des étudiants. Et donc j'avais la possibilité de leur donner des guidances, mais bon, évidemment les guidances souvent elles sont en conflit horaire avec d'autres guidances, donc très peu fréquentées par les étudiants. Et après avoir fait un test de niveau au début de l'année académique, les étudiants étaient censés donc pallier à leurs différentes lacunes grâce à ce manuel d'auto-apprentissage, des guidances. Et bon, c'était un petit peu à peu près tout. Donc en fait, je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de faire autre chose pour motiver les étudiants à se prendre en main. Et donc l'idée des podcasts, quand l'ULB Podcast a commencé en 2010 avec Nicolas Roland, et on s'est dit pourquoi pas essayer de lancer des capsules. Et donc de fait, j'ai lancé des capsules qui expliquaient la grammaire, puisque c'était principalement ça qu'on voulait que les étudiants puissent vraiment maîtriser. Pour pouvoir suivre les cours de deuxième donc. Et donc, ces podcasts ont été mis en place, ils ont rencontré un certain succès. Et puis, ce que je me suis dit aussi également l'année passée, c'est que j'avais envie de les intégrer dans un parcours d'apprentissage, en fait, pour qu'ils ne soient pas simplement des capsules comme ça à visionner, mais qu'ils puissent être en fait intégrés à un réel parcours d'apprentissage qui va vraiment permettre aux étudiants d'en plus tester
leurs connaissances. Puisque là, les capsules étaient juste là à titre informatif. Il n'y avait pas vraiment de manière pour eux de tester leurs connaissances. Donc le parcours d'apprentissage, c'est chaque semaine, les étudiants recevaient 2 modules qu'ils pouvaient suivre avec un petit test qui testait justement la matière qui avait été vue dans le module, et ils étaient obligés d'obtenir la moitié des bonnes réponses pour pouvoir avoir accès au module suivant. Donc on avait chaque fois une espèce de... on se basait d'ailleurs sur les premiers modules pour pouvoir terminer les 12 modules qui avaient été mis en ligne. Et donc il y avait un feedback correctif qui était donné aux étudiants après ce petit test. Et ils pouvaient le passer autant de fois qu'ils le voulaient, puisque le but n'était pas d'avoir tout bon d'un coup, mais de pouvoir retravailler sur ces erreurs et pouvoir réparer évidemment les erreurs. Et alors, l'étape ultime, évidemment, c'est que l'apprentissage d'une langue, ça ne se résume pas à la grammaire, et donc j'avais envie en fait de vraiment pouvoir avoir quelque chose qui soit beaucoup plus communicatif et qui permette aux étudiants de voir la langue dans une vision un peu plus globale, et notamment avec des petits tuyaux qu'on pourrait leur donner sur comment apprendre une langue. Ce n'est pas seulement apprendre une grammaire, c'est également communiquer, comment apprendre à apprendre en quelque sorte une langue, avec des petites vidéos et justement avec d'autres podcasts. J'ai mis quelques petits podcasts de prononciation aussi en ligne pour aider les étudiants. Et donc, l'idée, ça serait à terme peut-être de faire un MOOC qui pourrait nous permettre d'avoir un cours ouvert en ligne pour permettre aux étudiants de non seulement travailler la grammaire, mais aussi évidemment travailler d'autres choses qui sont inhérentes à l'apprentissage d'une langue. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour résumer l'évolution du dispositif qu'on a mis en place. Donc ça fait quelques années déjà que on essaye chaque fois de donner plus. Et donc voilà, on peut maintenant peut-être un petit peu visionner les podcasts pour vous faire un peu une idée sans doute. Juste pour vous montrer ce qui a été créé, on avait parlé, il faut que je retrouve la souris, on avait parlé dans le 10 qui était en ligne, c'était donc 4 vidéos différentes, une vidéo diagnostic où l'étudiant se diagnostique, une vidéo explication où on revient sur cette capsule diagnostic, sur cette vidéo diagnostic en lui donnant des explications, et ensuite 2 vidéos de théorie, c'est ce que vous allez voir ici, c'est donc un extrait de la vidéo explication et ensuite 2 extraits des vidéos de théorie. Alors je ne sais pas pour le son si on entendra beaucoup, non ça vient d'ici, vous verrez déjà les images. Ces extraits en détail. Nous étudierons bientôt l'utilisation des auxiliaires de mode, mais pour le moment, souvenez-vous que should indique le conseil, la suggestion. Il dit donc ici, nous devrions dîner. Yes, we'll do it tomorrow night. I'll cook. La forme will indique que l'action n'était pas préméditée. Il décide au moment où il parle de faire à dîner pour le lendemain soir. Et il continue sur la même idée en disant I'll cook, je cuisinerai. Passons maintenant à to be going to. Il sera quant à lui utilisé pour une prédiction, mais une prédiction qui se base sur des évidences dans le présent et des évidences telles que je ne peux pas prédire autre chose. D'ailleurs, n'importe quelle personne qui assisterait à l'action prédirait le même futur. Regardez l'exemple. Si je dis « Look out, you are going to fall », attention, tu vas tomber, la situation est telle que le monsieur ne peut que prédire que le garçon va tomber. Comme vous avez pu le constater dans les différents exemples, il y a parfois des expressions typiquement utilisées avec l'un ou l'autre temps. How to recognize the present simple then? Avec le présent simple, on peut utiliser ce que l'on appelle des adverbes de fréquence, qui vont donc indiquer la fréquence à laquelle je fais une action. Sur l'axe représenté ci-dessous, nous allons de 0% avec des adverbes tels que never, hardly ever, ensuite seldom, rarely, puis occasionally. Nous atteignons ainsi 50% de fréquence avec sometimes, puis vient often, ensuite usually, generally, normally, pour terminer à 100% avec always. Voilà un peu les différents extraits. On arrive avec un peu d'avance à la fin de
du 10 dans ce 10-20-30, donc ce moment où on vous expose un peu le dispositif, vont venir ensuite, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec ces 10-20-30, 20 minutes de questions-réponses. Alors l'idée, ce n'est pas nécessairement que vous posiez des questions, vous pouvez en poser sur le dispositif, mais c'est aussi Marjorie qui a préparé des questions par rapport à son dispositif, qui a elle-même des interrogations par rapport à ce qu'elle a fait et qui aimerait votre avis. Et donc l'idée, c'est vraiment par rapport au dispositif de pouvoir aller un peu plus loin en posant vos questions et qu'elle vous pose ces questions. Et enfin, dans la partie 30, nous serons dans le débat avec une question que nous avons déjà préparée sur l'autonomie des étudiants dans leur apprentissage. Mais pour l'instant, commençons par cette partie 20. Et s'il y a certaines personnes qui ont des questions, on va faire passer le micro. Je ne sais pas qui va se lancer. On vous rappelle qu'on utilise le micro pour la diffusion sur YouTube afin que tout le monde entende distinctement chacune des questions. À vous, studio. Combien de séquences comme ça les étudiants doivent-ils visionner au bout de, je ne sais pas combien de mois d'ailleurs? En fait, quand on a commencé en 2011, j'avais fait 9 modules dans lesquels il y avait chaque fois 4 capsules. Donc un module correspondait à un point de grammaire qui pose en général problème pour les apprenants de langue anglaise. Et donc j'en ai ajouté 3 cette année-ci avec l'aide de Nicolas, pour avoir 12 modules qui s'étendaient sur les 12 semaines du premier quadrimestre. Et donc, les étudiants avaient encore une fois 4 capsules pour les 3 derniers modules que j'ai ajoutés cette année-ci. Donc, ce qui fait quand même pas mal de capsules en tout, mais la capsule en général, elle dure 4 à 8 minutes maximum. Donc il y a une capsule un peu plus longue parce que voilà, il y avait un point de grammaire qui était plus long à expliquer. Donc c'est des petites séquences assez courtes, il y a plus de capsules, mais voilà, les étudiants peuvent un peu choisir ce qu'ils souhaitent. Et donc en fait, ils avaient pour le parcours d'apprentissage que j'ai mis en place cette année-ci, ils avaient jusqu'à la fin du mois de décembre pour pouvoir compléter pour pouvoir faire les 12 modules, puisqu'en fait, l'idée était de leur donner un point bonus, puisque je ne l'ai pas rappelé ici, mais l'idée était de donner un point bonus pour motiver l'étudiant à suivre le parcours d'apprentissage s'il avait bien identifié des lacunes réelles lors du test de niveau que j'ai mis en place au début de l'année. Donc le test de niveau permettait à l'étudiant de voir s'il avait déjà atteint le niveau requis pour passer en deuxième année de bachelier, puisque c'est une remise à niveau général, l'objectif de la première année, puisque les étudiants viennent avec tous des niveaux très différents. Et donc les étudiants qui n'avaient pas obtenu une moyenne suffisante pour le test de niveau avaient, grâce au parcours d'apprentissage, le moyen d'obtenir un point bonus s'ils effectuaient les 12 modules, s'ils avaient rempli tous les tests des 12 modules. Et là, ils avaient jusqu'à la fin décembre. Et donc moi, après, à la fin décembre, j'ai regardé ceux qui avaient fait tous les modules. J'ai eu plus ou moins 300 étudiants qui ont fait le module, dont des étudiants qui ont même demandé de pouvoir faire le parcours d'apprentissage, même s'ils avaient déjà eu le point bonus à la base, puisque les étudiants qui avaient bien répondu, qui avaient un bon niveau déjà, avaient le point bonus. Et il y en a qui ont souhaité continuer le parcours d'apprentissage pour un petit peu garder contact avec la langue, puisque voilà, ils n'ont rien d'autre en fait en première année. Et donc voilà, donc ils avaient quand même tout le quadrimestre pour pouvoir travailler régulièrement, puisque je mettais maximum 2 modules en ligne par semaine. Donc le but n'était pas de faire 12 modules en une semaine, mais bien de vraiment avoir un travail régulier, puisque l'apprentissage d'une langue se fait dans la durée et pas dans la rapidité, quoi, pour être sûr que les acquis soient bien là. Donc, une question qui revient vers vous, parce qu'on a discuté avec Marjorie en préparant un peu cette soirée, c'est est-ce que vous, de votre côté, vous utilisez des points bonus? Alors, peut-être pas avec des vidéos en ligne, bien sûr, mais je ne sais pas, des points de participation au cours. Si oui, pourquoi? Qu'est-ce que vous souhaitez favoriser derrière ça? Quelle part vous attribuez de la note finale à ces points bonus? Et, je ne sais pas si quelqu'un souhaite s'exprimer sur le sujet. Voici. Merci. Donc moi j'ai déjà utilisé effectivement des points bonus dans des tests pas finaux, mais disons régulièrement pour favoriser
l'expression française parfois qui peut poser problème dans des cours de langue parce qu'on se focalise essentiellement sur la langue étrangère et dans des compréhensions à l'audition, compréhensions à la lecture qui seraient avec des réponses en français. La langue est parfois un peu oubliée. Donc pour dire de ne pas oublier la langue française non plus. Mais également la participation à un forum, par exemple, sur une plateforme. Donc le fait de rendre cette participation plus attrayante par plus de commentaires en leur proposant un point bonus si leur participation était étoffée et suffisante. C'est une pratique d'autres personnes ou certains sont peut-être contre les points bonus? Tout le monde se... Allez-y. En fait, moi, je ne pratique pas les points bonus, mais il m'arrive de permettre à l'étudiant de pouvoir utiliser un joker, en fait. Donc, lorsque j'ai le sentiment qu'il a acquis les compétences attendues par rapport à un point de matière, il signe un document sur lequel, si à l'examen, dans la question, mais j'interroge oralement, et ce ne sont pas des cours de langue, mais des cours de droit, s'il retrouve la question, il a le choix de dire « je réponds à la question » ou au contraire « j'utilise mon joker parce que c'est quelque chose que j'ai acquis, pour lequel j'ai prouvé un acquis pendant l'année ». C'est un petit peu un point bonus, c'est un joker, laissé au choix de l'étudiant. Ça marche très bien. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques ou... Et quelle pondération vous donnez à ces points bonus pour ceux qui le pratiquent? Enfin, ou joker? Moi, c'était tout simplement sur un test dans l'année, 1 point sur 20. Donc, 1 point sur 20. Moi, c'est pour une les... question d'examen. Pardon? Quant à moi, c'est une question d'examen, parmi les autres questions d'examen. Est-ce que vous avez donc des questions par rapport au dispositif de Marjorie? On a encore des questions pour vous, mais allez-y. Oui, en fait, j'aurais aimé savoir si vous aviez la possibilité de savoir combien de fois chaque étudiant avait cliqué sur les modules et est-ce que vous avez fait une analyse statistique pour savoir quel module? Je n'ai pas fait d'analyse statistique en tant que telle, mais de fait, donc en fait, la plateforme que j'utilise pour faire ça, c'est Blackboard WebCity, qu'on va d'ailleurs abandonner, on va migrer vers Moodle, parce qu'en fait, c'est une plateforme qui est un petit peu vétuste, et donc on va un petit peu voir comment ça va se passer sur Moodle, mais je crois qu'il y a un système de statistiques comme ça. Évidemment, le but était de voir s'il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient refait énormément le test. Donc sur les 300 personnes que j'ai pu, qui ont passé les 12 modules, il n'y avait pas forcément énormément d'étudiants qui avaient fait beaucoup de fois le test. Mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui ont dû faire parfois 5 fois le test pour pouvoir avoir la moitié des bonnes réponses. Alors évidemment, la question est toujours de savoir s'ils n'ont pas triché ou des choses comme ça. Mais bon, là, il y a un moment où il faut aussi faire confiance aux étudiants et essayer de les responsabiliser en leur disant, voilà, vous jouez le jeu ou vous ne le jouez pas. J'ai eu en fait... peut-être 3 étudiants sur tous les étudiants qui ont présenté l'examen qui avaient un très très bon résultat en fait au test de niveau et qui en fait ont eu un très très mauvais résultat à l'examen. Et donc là clairement je soupçonne un cas de tricherie, mais bon voilà, c'est leur problème, ils ont quand même raté de toute façon l'examen même avec le point bonus. Et les étudiants en général qui avaient dû refaire plusieurs fois et qui ont eu les 12 modules, ils se sont plus ou moins maintenus au même niveau. Donc je pense que c'est quand même assez, mais ils ont quand même pu améliorer, je pense. Mais il faudrait peut-être faire une analyse plus statistique pour vraiment pouvoir tirer de vraies données, de vrais chiffres. Aussi aux examens en fin de oui, tout à fait. Pour corréler. Pour pouvoir corréler et voir si vraiment il y a eu une réussite. Mais bon, il y a eu un questionnaire qui a été distribué après l'examen pour demander aux étudiants ce qu'ils pensaient du podcast, pas du dispositif en lui-même parce que c'était très difficile à évaluer comme c'est la première année que je l'ai mis en place. Et souvent, les résultats sont assez positifs. Les étudiants disent vraiment qu'ils apprennent, qu'ils peuvent même revoir, pour certains revoir, pour d'autres vraiment apprendre la matière et être préparés pour l'examen. Donc voilà, et en général, le parcours d'apprentissage, je pense que 300 personnes sur l'ensemble des étudiants, c'est quand même déjà un
un bon chiffre. Et en plus, pour l'examen, ça correspond plus ou moins à la réussite, en fait, si je compare un petit peu. Mais oui, peut-être qu'une analyse plus approfondie pourrait aider, quoi. Et avant, vous aviez ce cours sans les podcasts ? Oui, donc en fait, au tout début, quand j'ai été engagée à l'ULB, en fait, c'était juste le livre d'auto-apprentissage dont je vous ai parlé. Donc en fait, impossible de vraiment vérifier si les étudiants travaillent. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu avoir une approche un peu plus intégrée des podcasts, puisque bon, ça représente énormément de travail aussi. Et pour être sûr que ça soit vraiment utilisé à bon escient par les étudiants, je me disais que pouvoir tester les connaissances des étudiants après avoir visionné le podcast pouvait vraiment peut-être plus les aider, pas juste genre « Ah, c'est fun », parce qu'évidemment, voilà, vous voyez, j'ai utilisé des séries télé. Bon, moi, je suis une grande fan de Friends, donc j'ai utilisé ces séries télé, mais j'ai utilisé aussi des extraits de journaux en anglais, des choses comme ça, pour pouvoir vraiment avoir la grammaire en contexte, pour que ça ne soit pas juste, voilà, j'apprends une règle et je ne sais pas quoi en faire. Donc, c'était vraiment permettre aux étudiants de pouvoir identifier dans un langage authentique la matière à intégrer et à apprendre. Et donc, pas juste avoir le côté fun, mais aussi avoir un réel apprentissage. Et donc, l'approche intégrée, tester les connaissances, je pense qu'il n'y a rien à faire, c'est utile et c'est vraiment nécessaire. Mais quand on a mis les podcasts en place, c'était déjà énormément de travail et voilà, on n'avait pas pu à ce moment-là mettre ça en place. Mais voilà, après 2 ans, donc quand j'ai commencé les podcasts en 2011, après 2 ans du système, je me suis dit, ben voilà, l'approche intégrée me semble plus judicieuse pour vraiment aider les étudiants à s'auto-analyser et s'auto-évaluer. Parce que c'est très difficile, évidemment, hein, ça, donc voilà. Oui, donc avec un feedback correctif que j'ai moi-même donné. Donc quand l'étudiant avait des erreurs, ben, il avait tout de suite une petite icône qui disait ben voilà, non, c'est pas cette réponse-là parce que. Ce que je faisais en fait aux guidances, mais pour 3 étudiants. Là, j'ai eu l'occasion de le faire pour 300, puisque aux guidances, ben voilà, j'ai 3 étudiants. Ce midi, j'ai encore donné ma guidance, ben, j'ai 3 étudiants qui viennent. Bientôt donc, 3 millions. Pardon ? Bientôt 3 millions. Oui, tout à fait, oui. Oui, donc je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Il y a quand même un examen à la fin, alors, qui n'est pas, dans votre dispositif d'auto-apprentissage, un examen en présentiel où vous voyez l'étudiant. Non, c'est un examen qui se fait également sur PC. C'est exactement la même chose. Donc, okay, les petits tests que je leur donne après chaque module, ce sont des questionnaires à choix multiples, des textes à trous et des verbes à conjuguer. Et ils ont exactement la même chose à l'examen. Donc, ça se fait sur PC. Okay. Donc, et en fait, donc ils sont vraiment préparés pour le format de l'examen. Oui, donc ceux qui n'ont pas fait les exercices se retrouvent devant un format qu'ils n'ont jamais vu, en fait. Oui, donc c'est un incitant énorme aussi, si je peux Oui, c'est possible. Parce qu'en fait, la seule manière que j'ai pour évidemment les initier à ce parcours d'apprentissage, c'est que j'organise une grande séance d'information au début de l'année, avec 1000 personnes en face de moi. Enfin bon, j'en ai pas 1000 qui viennent évidemment parce que forcément c'est septembre et donc tout le monde n'est pas encore vraiment, c'est des premières années, donc ils sont un peu perdus face à la masse d'informations qu'ils ont. Donc je leur donne une séance d'information générale où je leur explique comment ça fonctionne, je leur dis que c'est une bonne préparation à l'examen et tout ça. Et puis voilà, mais j'en ai encore qui arrivent, c'est vrai, à l'examen et c'est tout à fait nouveau pour eux, et ils ne savent pas du tout à quoi s'attendre. Mais oui, les petits tests que je leur fais faire après les modules sont tout à fait le même format que l'examen. Ouais. Et donc les tests, c'est ça les points bonus en fait. Les tests, en fait, ça, les points oui, bonus. le test, ils doivent avoir fait les 12 tests pour avoir le point bonus. Oui. Donc ils sont arrêtés au milieu du parcours, parce que ça c'est le cas. J'en ai eu beaucoup qui ont commencé et qui n'ont pas pu terminer. Peut-être parce qu'ils n'ont jamais réussi à avoir la moitié des points, parce qu'ils n'ont jamais réussi à améliorer leur niveau. Parce qu'évidemment, il n'y a pas vraiment une augmentation de la difficulté de la matière. C'est juste moi qui, je pense, pas de manière arbitraire, mais qui ai organisé la matière dans ce sens-là, parce que je pense que, voilà, par exemple, l'utilisation des temps, c'est très essentiel. C'est vraiment important dans la langue anglaise, il faut vraiment bien maîtriser ça. Donc voilà, alors j'ai commencé par ça. Et puis voilà, et puis on a des autres modules où je termine avec quelque chose de très difficile, c'est tout ce qui est conjonction de subordination, conjonction de coordination. Déjà en français, ils sont perdus. Donc ça, c'est vraiment le dernier module plus difficile. Donc voilà, et ça reflète, oui, tout à fait le format de l'examen, quoi. Voilà.
Moi, j'ai une autre question sur le soutien à la motivation des étudiants. Donc, vous venez de dire que vous les voyez en début du programme et donc vous leur expliquez, j'imagine, tout le dispositif. Puis, on dit souvent que quand on a ce genre de formation, il faut quand même assurer certains points de rencontre. Donc, je voulais savoir ce que vous imaginiez en cours d'année. S'il y a un moment où on leur envoie à nouveau un mail en leur rappelant que ça existe ou quel y a comme méthode de soutien à la motivation. Oui. Donc en fait, donc j'ai cette séance d'information au tout début de l'année. Donc en fait, il y a déjà un premier contact lors de vraiment la grande séance d'accueil des étudiants de la faculté où le doyen fait un petit mot et là, je suis déjà associée à la séance d'information. Je donne rendez-vous aux étudiants pour une autre session d'information qui est spécialement dédiée aux langues avec le néerlandais et l'anglais et l'allemand, parce qu'il y a aussi en fait un niveau assez poussé pour le néerlandais et si vous n'avez pas fait de néerlandais, l'allemand. Donc on a une séance spécialement pour les langues et puis alors, donc ils reçoivent des informations concernant le test de niveau qui est mis en ligne mi-octobre, pour être sûr que la plupart des étudiants soient déjà inscrits, parce que ça pose aussi souvent des problèmes, puisqu'on peut s'inscrire jusqu'à fin octobre. Et alors après, j'ai fait ça cette année-ci, j'ai un assez bon contact avec les étudiants représentants, donc via les étudiants représentants, je leur ai fait passer un document que j'ai élaboré grâce à l'aide de Nicolas, puisque je ne suis pas pédagogue à la base, donc voilà. Et donc on a essayé de mettre là vraiment tous les objectifs noir sur blanc pour expliquer vraiment la démarche à suivre, comment le dispositif a été élaboré, ce qu'on attend d'eux et tout ça. Donc les étudiants représentants ont mis ça, ils les ont envoyés aux étudiants via leur mail, sur Facebook, puisqu'ils utilisent beaucoup Facebook, et Facebook est aussi un moyen privilégié pour eux de communiquer par rapport à des cours. Et donc voilà, je pense que là maintenant, j'ai moins d'étudiants qui savent vraiment plus à quoi s'attendre et vraiment perdus. Mais c'est vrai qu'ici, je me dis que peut-être ce que je pourrais faire, c'est refaire une séance d'information en milieu de parcours. C'est vrai que je ne l'ai pas fait ici. Je les vois à l'examen en janvier, puisqu'en première année, à l'université, vous avez 3 sessions, 2 premières sessions, donc en janvier, en juin, et puis une deuxième session en août. Et donc, je les vois en janvier. Donc là, je les vois physiquement, une nouvelle fois. Mais c'est vrai que je me dis peut-être que je pourrais mettre une autre séance d'information, même si, sur les 1000 étudiants, il y en aura peut-être un tiers qui viendront. Et des messages par mail, en fait, je veux dire, oui. pour les soutenir. Et alors, via mailing list, pour essayer de leur rappeler. Mais bon, les secrétaires nous disent que, elles se rendent compte qu'il y en a qui n'utilisent pas leur adresse USB, que c'est difficile d'avoir chaque fois des autres adresses. Enfin, on utilise l'adresse de l'université et pas Hotmail ou caisse. Donc voilà, pour être sûr que l'étudiant ait vraiment le message, c'est pas toujours évident, quoi. Mais voilà, c'est la seule manière que j'ai de pouvoir rester en contact avec eux, via les étudiants représentants, avec la mailing list, et les guidances, et la permanence. Donc j'ai une permanence aussi toutes les semaines pour permettre aux étudiants qui le souhaitent de venir me parler s'ils le veulent. Juste petite précision, ça a été vraiment le point critique la première année, enfin la première et la troisième année. La première année, beaucoup d'étudiants n'ont pas vu les podcasts parce qu'ils disaient qu'ils ne savaient pas où les trouver. Et donc là, je crois qu'on avait une trentaine de pourcents parmi les 1000 étudiants qui ne savaient pas qu'il y avait des podcasts. Donc on s'est dit qu'il y avait un souci de communication qui a été résolu en deuxième année. Et la troisième année, avec le parcours d'apprentissage, on a remarqué que vu tout ce qu'on mettait à leur disposition, eux ne savaient plus se positionner. Vraiment, on a dû un peu en urgence refaire un contrat didactique en quelque sorte et le renvoyer pour leur dire pourquoi on faisait ça, pourquoi Marjorie faisait ça pour eux, qu'est-ce qu'elle attendait d'eux, quel était leur travail, quel était le rôle de ce parcours d'apprentissage, quel était le rôle des guidances et préciser l'ensemble des outils qui étaient à leur disposition. Donc vraiment, la communication vers les étudiants est hyper importante dans ce genre de cours d'auto-apprentissage. Oui, comme de plus j'ai introduit le point bonus, forcément point bonus dit genre je peux avoir un point en plus, donc l'intérêt était vraiment de pouvoir comprendre en quoi ça consistait et donc j'ai eu énormément de questions là-dessus, c'est vrai. Mais voilà, ça m'a permis d'un petit peu recadrer, mais c'est vrai que la communication, c'est pas toujours évident vu le grand nombre d'étudiants, quoi. Donc voilà. Une question ? Oui, moi j'avais une question sur le point bonus. Est-ce qu'un point bonus... Pardon. J'avais une question. Est-ce qu'un point bonus, c'est vraiment attirant et donc quelque part suffisant que pour les mobiliser? Ça, c'est un très bon débat. 18. Donc ils ont 1 sur 20 pour commencer l'examen.
Mais moi, de ce que j'ai remarqué, c'est que fondamentalement, ça n'a pas permis à un étudiant de vraiment passer, s'il était mauvais, en général, il avait le point bonus, mais il restait un étudiant faible. Et les étudiants forts, même, j'ai même pas eu de 20, quoi, vous voyez. Donc même avec un point bonus, j'ai eu des étudiants qui sont probablement déjà peut-être natifs de la langue ou quoi. Mais je veux dire, le maximum que j'ai eu, c'est un 19 sur 20, alors que bon, il y avait un point bonus dedans. Et il n'y en a pas tellement. Donc je ne sais pas, la question est ouverte. Peut-être que vous avez d'autres idées là-dessus. Je pense que ça a quand même motivé, hein, puisque j'ai quand même un tiers de la population qui s'est dit, voilà, il faut que j'ai ce point. On pourrait se poser la question, ou nous la Oui. poser à nous tous. Est-ce que pour un point, on ferait tout ça? Qui ferait tout ça pour un point? Levez la main. Voilà. Et pour 5 points, même si on est faible. Vraiment où les points sont très importants. Oui, mais pour les l'objectif étudiants. est effectivement d'acquérir les compétences. Pour 0 point, Et pour- parce que c'est de l'apprentissage. Ouais. Voilà, mais la motivation est-elle intrinsèque ou pas? C'est la question. Je veux dire, voilà, ça m'intéresse d'avoir des avis là-dessus, oui. Alors, on va prendre une dernière question parce qu'on arrive à la limite de notre 20. Oui, mais je poserai rapidement, excusez-moi, je reviens sur la question qu'a posée Bernard il y a un instant. Est-ce que c'est réellement ça qu'il faut mettre en place, ou est-ce que c'est voir une corrélation qu'il peut y avoir entre l'idée que ce soit le point joker, le point bonus ou une autre manière de faire sur l'amélioration de l'apprentissage? Est-ce que l'amélioration de l'apprentissage des étudiants est une amélioration ponctuelle en fonction du type de questionnaire qui va se faire? Je pense ici aux questions à choix multiples. On n'étudie pas de la même manière face à une matière si on sait qu'un examen est en question à choix multiples ou en question à réponse ouverte. Donc ma question est-ce que votre travail a permis de faire une corrélation sur les apprentissages, par exemple, en profondeur ou superficielle des étudiants? Eh ben, il y a aussi une nouveauté cette année-ci, comme j'ai introduit ça dans les petits tests intermédiaires, donc je n'ai plus simplement donné un format de questionnaire à choix multiples. Donc en fait, j'ai aussi demandé aux étudiants de conjuguer et de remplir des textes à trous. Et en effet, la cote a un petit peu baissé par rapport aux années précédentes parce que les étudiants n'étaient pas forcément préparés, ils s'étaient préparés pour un questionnaire à choix multiples. Et donc, j'ai eu beaucoup de « Ah, mais madame, c'est plus comme avant » et tout ça, parce que forcément, d'une année à l'autre, le bouche à oreille fonctionne, genre « Ah oui, tu te prépares pour un questionnaire à choix multiples, c'est bon, c'est facile, t'as pas de points négatifs en plus, parce que je n'ai pas instauré le système de points négatifs. » Donc, voilà, on va parfois un petit peu au hasard, et ça peut fonctionner. Ici, étant donné que j'ai 1000 étudiants et que je suis seule coordinatrice, hein, je rappelle bien le contexte dans lequel je suis, c'est assez incroyable, c'est vrai, mais c'est comme ça. Donc je suis seule coordinatrice pour pouvoir gérer 1000 étudiants. Et voilà, la manière de tester est aussi faite en fonction de ce grand nombre d'étudiants. Je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas forcément l'idéal. Mais donc c'est pour ça que j'ai mis ces petits gap fill en place cette année-ci. J'ai vu qu'en effet, les étudiants ne s'étaient pas préparés vraiment pour ceci. Je pense qu'alors, ils vont mieux se préparer. Je les avais préparés via les petits tests, mais tout le monde ne les a pas faits, hein. Et donc, j'espère que le bouche à oreille va fonctionner pour l'année prochaine et qu'ils vont se dire « Attention, il va falloir mieux se préparer pour avoir non plus seulement juste de la chance, mais aussi avoir une réflexion derrière. » Puisque là, il faut plus de réflexion. Mais voilà, c'est évidemment pas le contexte idéal dans lequel je suis, malheureusement. Donc, j'aimerais pouvoir leur donner des cours, évidemment. Il y en a qui émettent le souhait d'avoir un cours en auditoire, hein. J'en donne un en première année de sciences sociales avec des techniques interactives, mais évidemment, ce n'est pas l'idéal pour apprendre une langue, hein. Et j'ai en plus tous les niveaux. J'ai des étudiants qui sont débutants et des étudiants qui sont quasi natifs, quoi. Donc voilà, c'est très difficile dans ces conditions. Ça repose quand même, à propos du test, les groupes de besoins. Par rapport au niveau de compétences qui sont, je suppose, les niveaux européens A, B et C vraisemblablement. Tout à fait, oui. Donc on utilise le cadre commun, le cadre européen commun de référence pour l'apprentissage des langues. Et donc ça va de A1 jusqu'à C2. Et j'ai des étudiants qui sont du A1 parce qu'ils n'ont jamais eu d'anglais en secondaire, c'est possible. Donc ils arrivent à l'université sans avoir jamais fait d'anglais. Et donc voilà, je dois
pouvoir aider ces étudiants-là et aider des étudiants qui me disent « Ah, mais moi, je veux continuer à garder mon expression orale ». Voilà, je dois pouvoir répondre aux besoins de chacun. Et ça, c'est très difficile. Et ça, j'aimerais bien trouver un système, malgré tout, dans la mesure des moyens qui me sont donnés, bien entendu. Et juste pour revenir sur la question de la corrélation, ça va être aussi difficile, surtout lors de la première année, lorsque juste les podcasts ont été mis en place, de pointer l'effet des podcasts sur autre chose, vu que ce n'était pas l'ensemble du dispositif qui changeait. Maintenant, on va penser à une évaluation beaucoup plus globale. Alors, je vous propose maintenant de passer au 30 de ce 10-20-30, et un 30 pour lequel on a préparé une question que je vais laisser Marjorie, la possibilité de rappeler cette question, mais on va vous faire travailler, donc on va utiliser 10 minutes de ce 30 pour un peu recueillir, qu'en groupe vous puissiez recueillir, discuter, et puis que nous ensuite on puisse recueillir vos avis par rapport à une thématique, à une question qui préoccupe Marjorie, qui était au cœur de ce thème. Si d'autres, parce que l'idée c'est que ce soit interactif, si certains ont aussi une question qu'ils souhaitent débattre avec d'autres, parler de groupes de besoins, je ne sais pas s'il y a plusieurs enseignants de langue qui souhaitent peut-être travailler sur cette thématique, ça peut être possible, mais sinon nous avions une question qui était... J'imagine qu'elle est déjà un petit peu présente et que c'est vraiment la question clé de la soirée pour ce sujet-ci. C'est comment arriver à motiver l'étudiant et à le responsabiliser dans un contexte d'auto-apprentissage, et comment je peux engager l'étudiant dès le début de l'année, au-delà de simplement peut-être une séance d'information qui ne se révèle pas très fructueuse la plupart du temps, comment engager l'étudiant dès le début dans la responsabilisation de son apprentissage. Donc, comment aussi baliser cet auto-apprentissage, comment permettre à l'étudiant de vraiment s'y retrouver et s'adapter à ses besoins à lui. Donc voilà, je pense que... Et pour favoriser la discussion, alors je ne sais pas si certains se retrouvent dans le dispositif de Marjorie et ont un peu cette contradiction entre le fait de devoir donner un cours, sauf qu'on n'a pas la possibilité d'heures pour donner cours. Donc on comptait faire 3 groupes, un cours normal, comment dans un cours dit normal, de théorie, peut-être avec quelques travaux, mais comment motiver les étudiants dans ce format de cours, dans des cours hybrides où il y a du lien et des travaux à distance et des travaux ou peut-être des cours en présence, mais comment motiver les étudiants dans ce type de dispositif. Et enfin un 3e groupe avec quelque chose qui ressemble plus au dispositif de Marjorie, quelque chose totalement à distance. Alors ça ne doit pas nécessairement être en ligne, mais parce qu'au départ, l'auto-apprentissage, c'était l'auto-apprentissage par l'intermédiaire d'un manuel papier, donc on peut aussi penser encore comme ça. Donc faire 3 groupes, vous proposez de discuter une dizaine de minutes, et après recueillir les différentes informations, essayer de faire ressortir de tout ça des bonnes pratiques sur comment motiver les étudiants, comment favoriser leur autonomie dans l'apprentissage, et surtout des étudiants particuliers. Ici on parlait de B1 à l'université, mais aussi B1. Alors on va reprendre en questionnant d'abord les cours traditionnels. Ils peuvent rester ensemble, hein, les cours traditionnels. Et donc, dans ces cours traditionnels, la question, c'était de se dire comment essayer de motiver l'étudiant à apprendre, à travailler avant le blocus, qu'il soit de janvier ou de mai. Donc, comment amener l'étudiant à travailler dans ces cours traditionnels, ces cours magistraux, un peu avant la période de blocus. Je ne sais pas qui est le secrétaire ou la secrétaire, la porte-parole. Je vais juste faire la petite remarque de départ que j'ai faite parce que j'y tiens, et puis je passerai la parole à Emma. Mais je vais faire court. Je pense qu'il ne faut pas être complètement ignorant de la caractéristique des étudiants de BA1, et que donc, si on veut qu'ils soient autonomes, parce qu'en gros c'est ça, il faut aussi leur laisser le temps de pouvoir connaître les règles pour pouvoir justement être autonome. Quand on ne connaît pas les règles, on ne peut pas être autonome. Et je pense qu'on doit pouvoir, nous, enseignants, supporter un peu de frustration avec des étudiants qui, visiblement, ne jouent pas le jeu, mais pour, en tous les cas, une part d'entre eux, ça n'est pas exprès pour nous embêter. Voilà. Mais après, maintenant, je passe la parole à Emma qui va expliquer
ce qu'on a imaginé. C'était une proposition, mais c'était pas. Je suis pas du tout sûre que ce que je raconte, c'est pas des bêtises. Mais il me semblait que dans ces cas-là, quand on se retrouve en grand auditoire, l'idée c'est plutôt d'utiliser une plateforme. D'abord pour y mettre des documents ou proposer des exercices qui permettraient de revoir ce qui a été vu précédemment. Sous quel... Et puis d'utiliser et d'utiliser, c'est pour ça hein, j'ai fait attention de dire que je savais pas si c'était des bêtises ou pas, mais et puis enfin l'idée c'est de toujours proposer en fait des balises, c'est-à-dire de donner par exemple 3 ou 4 questions qui seront abordées dans le cours suivant et ensuite de mettre un dispositif de formation à distance en fait où ils seront amenés à réfléchir sur ces questions-là, que ce soit à travers des textes, que ce soit à travers le dépôt d'un document collectif, à travers la production d'un schéma par exemple, qui sera après réutilisé en cours. Donc ça demandera à l'enseignant d'avoir un grand esprit de synthèse pour pouvoir compulser tout ça et d'utiliser ça pour poursuivre son cours. Mais on n'est plus dans du traditionnel. Voilà. Mais donc, ça peut aussi poser d'autres questions, mais je sais qu'elles seront abordées par l'équipe hybride. Donc, Je voulais juste peut-être rajouter une chose, c'est qu'on avait parlé que pour pouvoir mettre cela en place, il fallait vraiment que ça rentre peut-être dans un projet, pour que les étudiants puissent se motiver à travailler avant le cours. Il fallait qu'ils sachent exactement ce qu'on leur demandait et qu'ils adhèrent à une espèce de projet, qu'ils aient un rôle à jouer au cours suivant. Donc ça les motiverait de manière plus importante que simplement lire l'article pour la semaine d'après. Non, vous avez un rôle à jouer. Vous avez un rôle à jouer, donc je pense que c'était là aussi une chose importante. Vous pensez qu'il faut centrer l'apprentissage sur l'apprenant en fait. Donc il faut que la pédagogie se centre sur les étudiants et pas sur l'enseignant. Les étudiants ont leur rôle à jouer et ils ont une part active à jouer dans leur apprentissage. Qu'ils sachent pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont lu cet article. Et qu'ils ont droit aussi à jouer un rôle en fait. Parfois, ils sont très passifs et ils se disent je suis juste là pour écouter, et puis voilà. Tout à fait. Des commentaires sur des choses peut-être communes. On va passer alors à l'hybride, ou aux hybrides. Je ne sais pas qui est le ou la porte-parole. Oui, donc... Alors, qu'est-ce qu'on a dit, nous, dans notre groupe? D'abord, première chose... On a commencé, puisqu'on en avait déjà parlé au préalable, par les systèmes peut-être un peu classiques qui sont soit de la carotte du point bonus, là où l'étudiante qui était dans notre groupe a confirmé que ce point bonus pouvait avoir un impact sur la motivation. Ou alors plutôt le bâton, mais qui a sans doute du sens, qui est par exemple avant un labo de faire de la réalisation d'un quiz une condition sine qua non au fait de pouvoir faire le labo. Alors, pas forcément le réussir, mais en tout cas avoir passé le quiz. Donc ça, c'est une méthode un peu classique. Mais au-delà de ça, on a, a priori, et complétez-moi si j'ai oublié des éléments, je vois ici quatre pistes. La première, c'est ce qui vient d'être dit, c'est que ces activités qui sont en non présentiel doivent être intégrées dans un dispositif pédagogique total. Donc vraiment bien prendre le temps d'expliquer le pourquoi de chaque activité d'apprentissage, qu'elle soit en présentiel ou non, et donc de pouvoir, dans le présentiel, rebondir sur ce qui a été fait en non présentiel et qu'on voit vraiment la valeur ajoutée de chacune des étapes du dispositif. Ça, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose, on réfléchissait, est-ce que faire une obligation d'autonomie, est-ce que c'est encore de l'autonomie? Enfin, donc, et on en arrivait, comme c'est dit aussi, à se centrer sur l'étudiant, mais surtout sur l'apprenant. Et que cette étape de responsabilisation passait très certainement par un test non seulement de positionnement de niveau au départ, mais un test qui peut-être parfois après un mois de cours permettait de voir si la méthode d'apprentissage utilisée convenait.
Donc un test non seulement sur le niveau, mais sur la méthode d'apprentissage utilisée, et cela pas trop tard pour que les dégâts ne soient pas trop importants. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que les activités en non présentiel peuvent être aussi réalisées en groupe, qu'il y a une production de groupe à faire et que donc là les uns soutiennent les autres pour que cette activité se fasse en temps voulu. Donc la dimension du groupe. Et alors la quatrième chose, toujours donner du sens à ce que l'on demande et de manière générale, que ce soit en hybride, en présentiel ou tout à fait en ligne. Je pense que ça reste un des impératifs majeurs. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter des éléments. Peut-être si on veut structurer ce qu'on avait dit, c'est vrai que la question du sens est importante. Et si on reprend les différents éléments cités par Vio, donc au niveau des paramètres qui favorisent la motivation de l'étudiant et donc son engagement et donc normalement qui améliore sa réussite aussi. Bon, c'est vrai, donner du sens à l'apprentissage, puis il y a donner le sentiment de contrôle à l'apprenant sur son apprentissage. Et là, on avait cité, comme Colette l'a rappelé, le fait qu'on peut leur suggérer de travailler en groupe, leur faire une série de suggestions qui leur montrent voilà, qu'ils ont beaucoup de choses dans leurs mains pour réussir. Et puis alors, on a surtout développé ce qui leur donnait un sentiment de compétence, qui est le troisième élément cité par Vio comme vraiment un facteur de motivation importante. Et là, il y a les tutorats verticaux qu'on a cités. Donc ça se fait, on a cité Mons, je pense, mais certainement ailleurs aussi. Donc, des tutorats d'étudiants de deuxième, par exemple, par rapport à ceux de première, pour les rassurer, enfin, leur montrer qu'ils vont y arriver, etc. Et plus tous ces tests d'entrée qui leur permettent de prendre conscience du niveau d'exigence, de leur propre méthode de travail, du niveau des autres éventuellement aussi, mais de ce qui est attendu d'eux et du fait qu'ils peuvent y arriver, quoi. Donc le sentiment de contrôle, sentiment de compétence et puis donner du sens à l'apprentissage. Et on retrouve les trois éléments à travers nos exemples qui sont cités par Vio comme vraiment importants pour favoriser l'engagement des étudiants dans leur apprentissage. Merci pour les différents conseils et peut-être un peu rapidement le groupe en ligne. Alors nous, ça regroupe, on a travaillé autour de comment favoriser l'engagement. Et donc ça regroupe et on reprend plusieurs idées. Donc on était parti sur peut-être élaborer directement en ligne des parcours selon le profil d'apprentissage des étudiants, comme quoi ça pourrait favoriser l'engagement cognitif en fait, de l'étudiant avec un parcours peut-être plus visuel, un parcours plus auditif. Un parcours kinesthésique, on peut imaginer. Et donc, après, on a eu une discussion sur le fait d'être au plus proche du vécu des étudiants, avec, donc, en rappelant les images de Friends plus ludiques. On a parlé aussi des rencontres BA2, BA1, quoi, de faire des rencontres tutorat vertical, ce qui était rappelé dans ce groupe. Conditionner, donc, nous avions une idée de conditionner l'accès aux examens en fonction de soit des niveaux, c'est-à-dire, en fonction du fait d'avoir fait les tests de niveau au démarrage, en fait, ça. Ou alors conditionner l'accès aux examens en fonction des accès vidéo, c'est ça, je reflète là. Ou aussi créer une petite icône sur la plateforme, d'accepter les conditions du contrat didactique, c'est-à-dire avoir un contrat didactique explicite et que l'étudiant s'engage en cochant et en signant. Voilà, je crois que c'est tout. On avait dit d'autres choses. Voilà. C'est un dispositif en ligne. Alors juste pour terminer, donc je ne sais pas si Marjorie a quelque chose à ajouter, si tu souhaites, par rapport à toutes ces idées. Mais je pense qu'il y a franchement des bonnes idées qui ressortent, notamment le tutorat vertical. C'est vrai que peut-être que ça serait possible de l'implémenter à l'université, même vu le grand nombre d'étudiants. Enfin, je veux dire, la faculté SBS est une faculté où la culture de l'école est très présente. Les étudiants sont fort portés sur l'entraide. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. Via les étudiants représentants, utiliser les étudiants comme ressources
Et c'est vrai qu'à ce moment-là, alors la motivation sera peut-être d'autant plus grande. Ils pourraient voir aussi vraiment, ça prendra plus de sens que juste, voilà, j'arrive en première. Et comme l'a dit Marie, voilà, les étudiants de B1, c'est un public particulier et ils doivent être mis au courant et ils doivent comprendre évidemment ce qu'on attend d'eux. Et c'est ça qui est une difficulté en première année de bachelier. Mais c'est vrai que via les étudiants des années supérieures, ça pourrait aider. Il y a déjà le bouche à oreille qui fonctionne, mais moi, je n'ai pas du tout de regard là-dessus. Je ne sais pas ce qui se dit, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc peut-être vraiment impliquer plus ces étudiants, ça c'est vrai que ça pourrait vraiment être une idée assez intéressante. Donc ça, je la retiens et merci pour cet input. Oui, je mélange un petit peu français et anglais. Et oui, avec l'engagement, la motivation, ça reste quand même toujours évidemment difficile. Mais je pense qu'avec un parcours plutôt, un parcours d'apprentissage en ligne qui est vraiment adapté aux besoins de chacun, ça pourrait vraiment être une idée. Mais il faut évidemment le soutien derrière. Toute seule, je crois que j'aurais du mal. Mais peut-être, qui sait, il y aura moyen de mettre en œuvre quelques moyens pour pouvoir arriver à ça. Donc c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée en fait. Donc voilà. Oui. Je ne sais pas. On va me dire non, mais bien sûr. Oui. Oui. Donc vous avez fait un cours pour 1000 étudiants, je veux dire, bravo, félicitations. Et donc que se passe-t-il l'année suivante? Vous changez beaucoup, donc, l'année pas suivante, beaucoup? selon la cote qu'ils ont eue en première année, on les répartit en groupes de niveau. Et là, comme il y a eu un gros écrémage, c'est l'université, on passe de 1000 étudiants à 200. Donc ils ont des cours en petits groupes. Pour ceux qui recommencent en première, ils ont de nouveau le même. Quelle partie du parcours est-ce que vous changez chaque année en fait? Parce que c'est un travail considérable. Comme aussi, c'est la après, première année, je n'ai pas encore pu le changer. Mais donc je vais changer simplement les tests, mais les modules resteront les mêmes. Les modules resteront les mêmes. Oui, donc pour ceux qui vont recommencer. Oui, pour ceux qui vont recommencer, voilà, je vais rechanger les tests en fait. Ah, oui, donc voilà. C'est ça que... Et vous pensez que ça... Enfin, je sais que c'est une question très bizarre, mais vous pensez que ça peut durer combien de temps un module comme ça? Combien d'années, je veux dire, avant qu'il faille tout revoir, ou refaire une partie Vous n'avez pas encore de recul? J'ai pas encore pensé à ça. Donc je suis un peu prise. Je pense juste aux étudiants qui vont recommencer, tout à fait. Qui l'auront bien fait. Pour l'instant, on ne change rien de ce qui a été créé, mais par contre, on ajoute d'année en année. Donc on a ajouté des modules, on a ajouté des petites vidéos complémentaires sur l'expression orale et la prononciation. Mais on ne change pas les fondements. Bon, il faudra qu'on s'y mette à un moment. Il faudra réfléchir de nouveau, ça c'est certain. Une fois qu'on commence quelque chose comme ça, il faut chaque fois remettre en question le système et voilà. Et chaque fois repartir, pas forcément de zéro, mais se dire que voilà, il y a encore moyen d'améliorer le système. Donc voilà, il est. Je ne sais pas, mais oui. Oh, si, je pense. Je pense qu'il y a encore moyen et surtout améliorer la motivation à le suivre. Donc voilà. On arrive au terme de ce premier 10-20-30. J'avais prévu de faire une petite synthèse, mais on va me taper sur les doigts si je fais cette synthèse. Donc vous retrouverez dès demain soir la vidéo en ligne si vous voulez aller repiocher des éléments qui ont été cités par chacun des groupes. Un grand merci pour votre productivité. Pour vous remercier, je vous propose de faire une pause de 5 minutes. Il y a de quoi vous sustenter quelque peu avant d'avoir la deuxième présentation et ce deuxième 10-20-30. Juste après. Merci. Voilà, on va procéder donc comme pour le cas numéro 1. Alors on va passer d'une université à une haute école. On va rester dans le thème de la vidéo, mais c'est une toute autre utilisation de la vidéo, dont une équipe, dont 2 personnes, je dis 3 parce qu'il y a une personne qui pourra nous amener des choses intéressantes lors du débat qui est présente aussi. Donc, Xavier Flamme, il a un parcours que je ne peux pas vous raconter, mais il est éducateur, il est titulaire d'un CAP, il est titulaire d'une agrégation, il est entraîneur sportif et finalement, il est formateur d'enseignants en éducation physique à ESI, donc enseignement secondaire, à la Haute École de Vinci, et en particulier dans un institut, je ne sais pas quel est le nom exact, Parnasse, qui se trouve situé à Louvain-en-Woluwe, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Alors, le thème général, c'est comment utiliser et pourquoi utiliser la vidéo
dans la formation d'un enseignant en éducation physique. Ce que Xavier va vous expliquer, et puis aussi Marie Delmarquette, qui est psychologue, elle, psychologue clinicienne, qui donne les cours de psycho à ses étudiants. Donc, je crois que Xavier donne d'autres cours, qu'il dira peut-être, dans ce cursus. Ce qui va être difficile pour Xavier et Marie, c'est de tenir dans les 10 minutes. Alors, vous les excuserez parce qu'ils sont dans un énorme projet. Et ils sont même dans un programme qui s'appelle École numérique, qui a été insufflé, je pense, subsidié par la région wallonne, je ne me trompe pas. Voilà, donc je leur laisse la parole immédiatement. Je vais mettre mon chrono en route, comme ça je vais vérifier et essayer d'avoir... Ah, j'en ai un autre qui est là, magnifique. Donc voilà, comme on a déjà présenté, nous on forme des enseignants, des futurs enseignants en éducation physique. Et de manière assez rapide, on va vous présenter très très brièvement la formation, le programme de formation, un axe de manière spécifique pour illustrer l'ensemble de nos propos, parce que comme on vous a présenté, qu'on vous a expliqué, c'est dans le cadre d'un projet beaucoup plus large. Et nous, on va prendre un exemple spécifique. Donc, si vous voulez, après, vous pourrez reposer des questions sur d'autres modules. Nous, on appelle ça des modules ou des boîtes, sur d'autres boîtes. Mais on va faire un focus sur une des boîtes pour vous illustrer ça et partir d'un exemple que des étudiants... Un examen que les étudiants nous ont présenté cette année. Donc on va prendre ce qu'eux ont produit pour illustrer notre propos. Et puis on a justement Mathieu qui est en train de faire une étude par rapport à ça et qui est en train de vérifier l'efficacité, l'impact que l'utilisation de la vidéo a sur nos étudiants, parce que c'est un dispositif et un programme qu'on a mis en place depuis 3 ans. Et là on est en train d'évaluer, voir vraiment ce que ça a comme effet sur nos étudiants. Voilà. Donc, de manière assez rapide, c'est 275 étudiants et dont 70 en deuxième, et c'est là-dessus qu'on va aller, un dispositif en deuxième. Donc, une formation qu'on a déclinée en 10 axes, et l'axe qu'on va vous développer aujourd'hui, c'est l'axe diversité développementale des élèves, où la finalité, c'est ce double diplôme de maître en psychomotricité. Donc, il y a les AESI en éducation physique et ils ont, à la fin de leur diplôme, ce titre de maître en psychomotricité. Et donc, l'axe dont on va vous parler, c'est précisément cet axe-là. Et je vais laisser Marie en parler plus longuement. Voilà comment notre formation, grosso modo, est organisée en semestre. Ça veut dire des blocs de 5 unités. Mais André en reparlera tantôt. Si vous voulez d'autres informations, il y en aura pendant la semaine à la IPU au mois de mai, de manière plus importante, voir en tout cas au niveau des axes comment on a formé ça. Et on arrive là vraiment au centre, c'est-à-dire voilà tous les endroits où nous on utilise la vidéo et comment on utilise la vidéo. C'est-à-dire que on forme par et à l'analyse vidéo, ça c'est un premier bloc que je vais redétailler, et on essaye qu'ils aient l'utilisation de cette vidéo dans les futurs dispositifs didactiques. Donc ça veut dire, la première boîte, c'est on les forme à l'observation de la performance centrée sur leurs gestes, eux en tant que sportifs. D'accord, eux en tant que gymnastes, eux en tant qu'athlètes, en tant que... voilà, ils doivent faire 60 mètres haies. Comment est-ce qu'on peut utiliser la vidéo pour qu'ils soient plus performants? Donc ça, on les forme sur... On a formé d'abord nos enseignants en interne et en externe. On forme nos étudiants. Et une deuxième boîte, c'est l'observation d'enfants en situation d'enseignement centrée sur la didactique de l'éducation physique. Donc ça, c'est ce que Marie va vous présenter juste après. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, si ce n'est dire que, ben voilà, ils utilisent des vidéos où ils ou nous utilisons des vidéos où ils voient des enfants. Et nous, dans notre cas, plus précisément, des enfants de 2 ans et demi à 6 ans, où on peut initier cette capacité à observer à travers cette vidéo, plutôt que d'être plongé directement en stage et de voir ce qui se passe là en stage. Donc on utilise ça au préalable. Ensuite, ils ont une troisième boîte où on utilise ça dans les cours de technique de gestion de groupe et dans les supervisions de stage. Ça veut dire que les enseignants les filment en stage, déposent la vidéo sur une plateforme. On ne leur donne pas leur évaluation de stage, sauf si on se rend compte qu'il y a vraiment des grosses difficultés à résoudre. Mais on pose la vidéo sur une plateforme. Ils font eux-mêmes leur analyse de leur séance d'enseignement. Ils nous renvoient leur grille d'évaluation et après, on leur renvoie seulement la nôtre, pardon.
On renvoie notre séance d'évaluation et puis on revient, ça c'est l'évaluation formative, et puis après on revient en évaluation certificative. Donc on utilise la vidéo aussi à cet endroit-là, en espérant un transfert vers après l'utilisation didactique. Ça veut dire que le transfert, on espère que les dispositifs qu'ils utilisent pour eux, pour être de meilleurs sportifs, qui vont les utiliser en stage pour que leurs enfants soient de meilleurs sportifs. D'accord ? Et ensuite, on espère que à travers toute leur qualité d'observation qu'il y a là, ils vont être de meilleurs enseignants en direct sur le terrain. Donc ça veut dire que je me rends compte que cet enfant-là, il y a tel problème, ok, mais je modifie le dispositif pour les faire avancer par rapport à ça. Et on donne des formations continuées qui sont le QFOSEP, la formation Fort et ainsi de suite. Je vais... alors, une dernière dia, et puis je passe la parole à Marie, c'est l'ensemble des dispositifs dans lesquels, à un moment donné, on utilise la vidéo. D'accord ? Donc, si vous reprenez l'ensemble des dispositifs, voilà, ce sont ça. Et tout ce qui est en rouge, c'est à un moment, on utilise la vidéo. Ça fait plus ou moins 50% de l'ensemble de nos dispositifs où, à un moment quelconque, on utilise la vidéo. Ça veut dire que ce soit en évaluation diagnostique, que ce soit en évaluation formative, dans les situations d'apprentissage ou en évaluation certificative. Moi, par exemple, dans le cadre de mon dispositif de volet, l'évaluation, je la filme. Je filme un groupe sur 2, en fait, voire parfois 2 groupes sur 3. Donc, je mets 2 vidéos. Je filme les élèves en train de fonctionner. Moi, j'évalue un groupe en direct. Et comme ça, je ne prends qu'une séance d'évaluation. Et je n'ai pas besoin de 2 séances d'évaluation. Et ils ont une séance pour s'entraîner en plus. Donc, je gagne du temps grâce à la vidéo. Donc, parfois, c'est un outil pour moi. Parfois, c'est un outil pour eux. Parfois, c'est un outil pour les deux. D'accord ? Je ne sais pas si j'ai été très clair dans ce que j'ai raconté pour l'instant. Et je passe la parole à Marie. Alors bonjour à tous, je vais te laisser faire parce que cette maîtrise-là, je ne l'apprécie pas trop. Donc en fait, moi je vous explique un petit peu rapidement. Dans l'axe diversité développementale des élèves, on a choisi de vous montrer aujourd'hui plutôt la partie semestre 3, c'est-à-dire ce qui se passe en début du bac 2. L'idée, c'est en fait de pouvoir repartir sur le maître de psychomotricité et de vraiment leur permettre d'évoluer. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'on leur demande au niveau des acquis d'apprentissage, vous voyez qu'en première, on leur demande surtout d'observer, de pouvoir identifier, d'écrire une situation, etc. Donc, on va vraiment, en première, Xavier et moi, on a ces cours de psychomotricité et de psychologie du développement, retravailler un petit peu l'observation de l'enfant qui est en cours de psychomotricité. Durant le bac 2, c'est l'objet d'aujourd'hui, on va vraiment leur demander d'aller à un cran plus haut, d'analyser, de pouvoir un petit peu expérimenter une séance, tout en ayant cet objectif de pouvoir comprendre comment fonctionne l'enfant, d'analyser où il en est pour pouvoir évidemment améliorer nos séances. Et en bac 3, là, on est vraiment dans une élaboration de séquences, voir un petit peu où ils sont au départ pour arriver à tel objectif. Alors, ça, c'est vraiment l'idée générale du bac 2, c'est-à-dire que dans le module, nous avons repris 4 cours différents. Donc le cours de psychologie des apprentissages que je donne, le cours de physiologie et de neurologie, le cours de psychologie du développement que je donne également, et le cours de psychomotricité qui est donné par Xavier et par Madame Leroy. On a décidé en fait dans ces 4 cours d'avoir une grosse partie projet d'intégration qui se distingue en 2 travaux différents, avec comme idée générale d'avoir une évaluation commune, en partie commune. Alors vous voyez pour la première partie, la première semaine, premier cours, on fait un petit peu une vidéo pour leur montrer un petit peu l'observation diagnostique. Donc on leur demande de pouvoir observer et de noter tout ce qu'ils observent. Ils se rendent compte évidemment que l'état des lieux en début de deuxième, c'est qu'ils ont des notions de première, mais qu'ils n'ont pas encore la capacité de tout pouvoir observer et tout pouvoir analyser. Ensuite, on leur demande de faire un petit premier projet d'intégration qu'on va passer sous silence parce qu'on n'a pas vraiment le temps maintenant. Et on arrive au stage pédagogique où là, on leur demande de faire une vidéo de leur stage pour pouvoir par la suite analyser le comportement de l'enfant, le développement de l'enfant et pouvoir évidemment analyser leur fonctionnement pédagogique parce que durant ce stage pédagogique, on leur demande d'utiliser un style pédagogique particulier. On va vous montrer un exemple par après. Et vous voyez que l'examen écrit oral est aussi un examen où on utilise l'intégration. Et là, on leur demandera, devant les 4 professeurs, de pouvoir expliciter une vidéo qu'ils auront choisie parmi les 5 ou 6 vidéos, parce qu'ils sont par groupe de 5 ou 6, et de pouvoir analyser un petit peu le style
qu'ils ont données. La pédagogie, le développement de l'enfant, voir un petit peu les difficultés de certains styles, etc. Alors, les consignes de l'examen, on va aller rapidement parce que je crois que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. On pourra y revenir à part après. Les critères d'examen, c'est pratiquement comme tous les examens, donc pertinence, complétude, etc. Je sais pas, c'est correction, etc. Et alors voici un travail d'intégration qui a eu lieu cette année-ci. Donc le style qu'on leur avait imposé, c'était le style d'inclusion. Donc pour rappel, c'est en fait les élèves devaient permettre aux enfants d'avoir différents niveaux. Et les enfants pouvaient choisir leur niveau, c'est-à-dire qu'eux pouvaient choisir le niveau de difficulté en fonction de ce qu'ils voulaient réaliser. Et au fil de la séance, ils pouvaient changer de niveau pour pouvoir augmenter un petit peu leur performance ou bien diminuer de niveau parce qu'ils s'étaient peut-être mal auto-évalués au départ. Alors en fait, l'idée, c'est qu'on a repris la vidéo de ces étudiantes, qui va arriver tout de suite. Et ces étudiantes ont choisi de prendre plusieurs petites parties de vidéo de certains étudiants. Donc on voit ici notre étudiante qui est occupée de travailler avec des fiches où les enfants peuvent à chaque fois, à chaque atelier, choisir un petit peu leur niveau. On verra bien la suite, voilà, leur niveau. Alors ça, c'est le maître de stage qui filme, afin de permettre à l'étudiant, notre étudiant, de pouvoir vraiment être réellement dans sa séance et de pouvoir être totalement à l'écoute des élèves. Ça veut dire que là, vous avez la vidéo brute que les étudiants et le montage que les étudiants ont fait, mais ça veut dire que le jour de l'examen, ils arrivent avec ce montage-là et ils nous expliquent. Donc là, pour l'instant, à la limite, ils ont fait des choix dans l'heure de cette enseignante-là, de cette future enseignante-là. Ils ont fait des choix par rapport à toute une série de caractéristiques. Ça, on est juste dans l'identification. Et quand ils arrivent à l'examen de deuxième, à partir de la vidéo, là, ils doivent pouvoir nous montrer qu'ils sont capables d'analyser. Donc, lors de la présentation, ils nous expliquent, voilà, les feedbacks. Ici, on va voir une enseignante, une étudiante du groupe en train de donner des feedbacks à l'élève. Mais pendant qu'ils nous présentent ce montage-là, ils nous expliquent, tiens, quel type de feedback j'ai fait, pourquoi je les ai faits à ce moment-là, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le montage, rien que la description. Après, dans l'examen, ils vont à un niveau plus loin par rapport à ce que les étudiants, elles, là, ont choisi, donc dans leur montage. Après, il y a d'autres étudiants qui ont fait d'autres styles, d'accord, qui ont utilisé la vidéo, mais pour d'autres choses, en tout cas d'une autre manière que ce groupe-là. Mais ce groupe-là était un groupe relativement... Je vais être brutal. Pas de souci. On va laisser pour les questions de détail et de contexte ce que tu voulais encore peut-être dire qui te paraissait vraiment important. Et donc, on va procéder comme tout à l'heure. Donc, vous avez une avalanche d'informations parce qu'un dispositif de ce type-là, tout comme le dispositif de Marjorie tout à l'heure, demande, pour être bien compris, une foule d'informations. Ça, c'est une difficulté qu'on a quand on présente un cas. Mais peut-être que dans ce que vous avez vu, il y a des éléments qui vous ont échappé ou vous posez des questions. Alors, je vous en prie, où est le micro pour que je puisse le passer ? Qui a une première question. Oui, Marianne. Il y aurait plein de choses à demander. Moi, je trouve que ça a l'air vraiment très, très enthousiasmant ce que vous faites et je suis particulièrement séduite par l'intégration des 4 cours qui donne lieu à un examen qui est aussi intégré. Alors, une question, ça pourrait être, tiens, puisque vous avez décidé de faire une présentation autour de l'usage de la vidéo, est-ce que vous pensez que l'usage de la vidéo a été un peu déclencheur de l'envie qu'ont eu ces enseignants de travailler ensemble et de faire les choses de manière un peu plus intégrée ou est-ce que vous travailliez déjà de manière intégrée et que la vidéo s'est imposée d'elle-même? Est-ce que la vidéo a joué un peu un rôle de catalyseur ou comment vous la voyez, la vidéo? Donc, de fait, il y a 4 ans, quand on nous a proposé de rentrer un dossier pour les projets écoles numériques, dont vous avez certainement entendu parler, mais ça nous a permis de faire l'état des lieux. Tiens, les nouvelles technologies, où est-ce qu'on les utilisait dans le cadre de la formation? Quels outils on utilisait de manière spécifique ou de manière importante? Donc, de faire l'état des lieux de tout ça. Et à un moment, on s'est dit, voilà, quels sont les dénominateurs communs dans l'ensemble de tout ce qu'on utilise? Mais c'était la vidéo.
Et donc, on a remis un projet. Et grâce à ça, on a pu développer toute une série de projets. Donc ici, on parle de 50% des dispositifs qui utilisent la vidéo, mais il y a 3-4 ans, on n'était pas sur 50%, on était peut-être sur 20-25% qui utilisaient la vidéo. Donc la vidéo, ça a permis de développer le projet et de mettre un peu plus de cohérence. Maintenant, le fait de travailler en unité d'enseignement, en axe et ainsi de suite, dont on parle quand même pas mal maintenant, là, dans les mois qui vont, depuis quelques mois et dans les mois qui vont suivre, là, c'était pas, je dirais, une autre démarche, mais en tout cas, c'est la même équipe qui a développé les deux démarches en même temps. Alors, dire que c'est la vidéo qui a qui a permis de développer les unités d'enseignement, je ne le dirais pas. Mais on a avancé de manière cohérente, je dirais, de deux manières. Et je crois que c'est une question aussi de dynamique d'équipe. Donc, ça a permis en tout cas de créer une certaine dynamique. L'utilisation de la vidéo, on est parti sur l'utilisation de Darfish, donc qui est un logiciel spécifique vraiment pour l'analyse vidéo de sportifs. Donc ceux qui ont un peu suivi les JO ici à Sochi, Darfish, c'est la firme suisse qui a créé il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années les comparatifs où on voyait deux skieurs qui démarraient en même temps et où on en voit un qui prend de l'avance et on voit là où le deuxième perd du temps et ainsi de suite. Et ils ont développé toute une série de dispositifs et ils ont développé beaucoup plus le logiciel. Donc maintenant on peut l'utiliser en sport co. L'équipe de handball française, l'équipe de rugby française, ils ne fonctionnent qu'à partir de ça. Et ça, c'était notre porte d'entrée. On a fait ça la première année, on a beaucoup exploité ça. Et maintenant, on est de plus en plus on continue ça, mais aussi l'utilisation des tablettes, parce que dans l'enseignement, dans la salle classe, avec du primaire, avec des enfants de 7-8 ans, c'est parfois beaucoup plus intuitif la tablette que Darfish. Même parfois, avec nos étudiants et avec des collègues, c'est parfois vachement plus intuitif la tablette qu'un logiciel Darfish assez complexe, qui demande en tout cas une certaine formation et ainsi de suite. Donc je ne sais pas si j'ai complètement répondu, mais on a monté en tout cas avec les deux en parallèle, je dirais. Alors Colette. Est-ce que l'on pourrait dire que la vidéo, son intérêt premier, c'est de favoriser l'analyse réflexive ou alors, autre façon de poser ma question, quels sont les objectifs attendus de l'utilisation de la vidéo ? Xavier ou Marie? En fait, il y a plusieurs objectifs, mais c'est vrai que pouvoir avoir une rétroaction par rapport soit en tant qu'enseignant, pouvoir prendre conscience un petit peu des difficultés qu'on peut avoir, se rendre compte qu'on n'est pas nécessairement bien face aux élèves, qu'on ne se met pas nécessairement bien en position pour pouvoir bien communiquer avec eux, etc. Ça, c'était déjà un premier objectif. Mais le deuxième objectif, c'était d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire que la vidéo nous permettait aux élèves, à nos étudiants, de pouvoir percevoir les difficultés de certains élèves, étant donné que quand eux sont en stage, ils sont aussi en période d'apprentissage. Et donc la vidéo nous permettait et leur permettait aussi de pouvoir analyser un petit peu le développement de l'enfant, les difficultés de l'enfant au niveau psychomoteur, au niveau psychologique et autres, et de pouvoir un petit peu axer la suite de la séquence en fonction de l'état des lieux, entre guillemets, de chaque enfant. Comme on avait présenté, pour ceux qui ont été voir la petite capsule de 3-4 minutes du projet, ça permet à nos étudiants de sortir de la difficulté de la gestion de la classe, de la gestion des élèves et ainsi de suite, et de pouvoir avoir un recul, de sortir de l'émotionnel et de pouvoir se concentrer sur plusieurs éléments. De prendre le temps de dire, voilà, je vais regarder ma vidéo pendant 50 minutes et je ne vais regarder pendant 50 minutes que le contenu matière, par exemple. Je ne suis concentré que là-dessus. Ou je vais me concentrer sur comment moi j'ai réagi. Où je vais me concentrer sur l'enfant. Or, dans la réalité du terrain, c'est pas possible parce que tout est mélangé. Et donc, l'intérêt de la vidéo, c'était d'aider nos étudiants à mettre peut-être certaines étapes et passer de fait par cette analyse réflexive et par ce côté cognitif où je prends du recul et je réfléchis. Même dans les apprentissages moteurs, c'est une manière de fonctionner qui est une manière qui découle d'un courant pédagogique. Si vous prenez en éducation physique, il n'y a pas que le courant cognitif qui est cognitiviste et ainsi de suite qui prend. Il y a aussi d'autres courants, le courant dynamique et ainsi de suite. Eux, ils n'ont pas besoin de la vidéo parce que le courant dynamique, il dit si je change un des paramètres, alors ça va produire quelque chose d'autre. Et donc là, on n'est pas tellement dans l'outil vidéo. Par contre, le travail cognitif et le recul sur lui-même, alors ça peut passer par des feedbacks et des feedbacks visuels, que ce soit
le sportif en lui-même ou que ce soit notre étudiant en train d'apprendre à enseigner. Donc ça, c'est un des courants que nous, dans lequel on est. Et donc, forcément, la vidéo, elle a tout son sens dans ce dispositif-là. D'autres questions? Je trouve que ce système d'autoscopie est très intéressant et je voudrais rebondir un petit peu là-dessus en vous posant la question de savoir si l'évaluation, justement par la vidéo, vous permet d'adapter ou d'adopter une grille de critères multiples. Parce que justement, comme vous l'avez dit, ça vous permet peut-être de vous centrer alors sur l'évaluation de certaines choses et de les décomposer. Alors, est-ce que vous avez derrière ce dispositif des grilles d'évaluation qui sont communiquées aux apprenants et comment vous les utilisez? Les grilles. Quelles grilles? Donc, enfin, je prends le micro, mais ouais. Donc, ce qu'il y a, c'est que on utilise très très peu la vidéo pour aller plus loin dans l'évaluation. Donc ça veut dire que par exemple, la situation que j'ai donnée tantôt par rapport à l'évaluation en stage, l'évaluation formative, je ne la fais qu'en évaluation formative. Donc je ne vais pas prendre, aller filmer un enseignant, un étudiant en stage et moi décortiquer 3-4 fois la séance pour compléter de manière plus précise la grille. Ça, je la fais en direct, voire avec le maître de stage et ainsi de suite. Donc là, je ne l'utilise pas de manière, enfin pour aller plus loin, parce que peut-être alors on serait plus sévère. Parce qu'un des éléments qui ressort de l'utilisation de la vidéo, c'est la diminution du sentiment de compétence. Que ce soit chez nos étudiants dans le cadre des dispositifs sportifs, que ce soit les dispositifs didactiques qu'on a mis en place, que nos étudiants ont mis en place dans le cadre des stages, et qu'on a fait évaluer les enfants. Donc ça veut dire, moi j'ai été mené aussi des dispositifs dans le primaire avec ça. Les enfants, ils ressortent de ça en disant... mais j'avais l'impression d'être meilleur que ça en gym. Et ça, nous, on doit soutenir beaucoup plus le sentiment de compétence en lien avec la vidéo. Parce que la vidéo, ça rend quelque chose de brut. Ça ne triche pas. L'enseignant, il peut encore dire « Allez, c'était pas mal ce que tu avais fait, c'est bien. » Ah, l'enseignant a dit que c'était bien. Par contre, je me vois à la vidéo, je vois tout de suite si je ne suis pas bien. Et si l'enseignant vient me dire « Ouais, mais c'est quand même pas mal ce que tu as fait. » Vous rigolez ou quoi? J'ai l'impression d'être complètement... Enfin, de ne pas être aligné. Et l'enseignant me dit « C'est pas mal, tu as déjà progressé. » Donc, ce sentiment de compétence, c'est quelque chose que nous, on doit soutenir. Donc, ça change aussi le paradigme et ça change la manière dont nous, on peut intervenir auprès des étudiants. Et donc, moi, je n'utilise pas la vidéo en évaluation certificative. Quand je filme mes étudiants, je prenais l'exemple tantôt du volley, je leur dis que c'est à une condition, c'est que je vais reprendre la vidéo et que je vais évaluer dans le même timing que les autres. Donc ça veut dire, je vais vous dire ce que je leur dis à eux, je branche ma caméra sur la télé, je fais play sur ma caméra et j'évalue à la même vitesse que les autres. Donc je ne vais pas m'amuser à faire des arrêts sur image, de me dire « Ah, lui, il n'était pas bien placé ». Non, ils sont dans les mêmes conditions d'évaluation que les autres. Donc je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, on n'utilise pas de grille différente parce qu'on utilise la vidéo. Ou en tout cas, on n'utilise pas la vidéo en évaluation certificative. Mais ça pourrait être une réflexion. Je veux dire, pourquoi pas? Mais parfois, c'est déjà tellement difficile que... Non, je reviens sur la question. C'était, est-ce que vous utilisez une grille? Je pense que c'est un peu ça la question. Est-ce qu'il y a un dispositif formel bien précis que l'étudiant peut utiliser pour s'évaluer? Donc, par rapport à quel dispositif? Le dispositif qu'on a montré de manière ici plus précise le dispositif qu'on a montré ici de manière plus précise ou l'ensemble des dispositifs qui sont ici? Donc, oui, donc dans ce qu'on a montré dans celui-là, c'est ça? Donc là, oui. Donc là, nous, on utilise 4 grilles, pardon. On utilise la grille de données pour être capable que les étudiants décrivent le dispositif et ainsi qu'ils décrivent les interactions entre le milieu, les apprenants et les méthodes d'apprentissage. On utilise au niveau des comportements des apprenants la grille de Wouters et la grille de Rigal, qui sont 2 auteurs en psychomotricité. Donc on a été chercher les grilles des comportements moteurs. Au niveau
du dispositif au niveau de l'enseignant, on utilise la grille Compass de Parmentier et de Paquet. Et au niveau de l'identification du profil d'enseignement, on utilise la grille de Tessier pour voir au niveau des caractéristiques du style de l'enseignement, au niveau est-ce que ça soutient le climat motivationnel. Donc voilà. Donc là, ils ont 4 grilles sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour venir à l'examen présenter voilà, leur vidéo. Alors, un élément dont on n'a pas trop parlé tantôt, c'est que, si vous vous souvenez, Marie a dit qu'ils étaient 6 par groupe. Ils ont 40 heures de stage à prester pendant les 2 semaines. Ils peuvent se filmer sur les 40 séances s'ils veulent. Et à la fin, ils peuvent faire le choix, dans les 6 étudiants, la vidéo qu'ils veulent utiliser. Donc, ils ont potentiellement 240 vidéos qu'ils pourraient utiliser. Je vous rassure, ils ne filment pas les 40 séances chacun. D'accord ? Ils en filment 1 ou 2, et dans les 1 ou 2, ça fait une douzaine, et ils choisissent, dans cette douzaine, ils en choisissent une. Donc ça veut dire aussi, tantôt on parlait de changer le paradigme, c'est eux qui décident de quelle vidéo va être la plus pertinente pour mettre en avant leur capacité d'analyse. Pas la vidéo pour montrer qu'ils ont été meilleurs en stage. Ça, c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est la partie évaluation de stage, mais c'est pour qu'ils nous montrent leur capacité à analyser un dispositif. Ça, c'est ce qui nous intéresse, là, à ce moment-là, dans ce dispositif-là. D'accord ? Après, si on revient dans des dispositifs autour de la gym ou l'athlétisme, alors ils ont des grilles critériées, dire voilà, au niveau du franchissement de haie, quelle est ma jambe d'attaque, comment est-ce que je dois démarrer sur mes 6 premiers appuis. Et donc, de nouveau, on utilise la vidéo, on utilise une grille critériée, ils se voient en train de faire la vidéo, ils ont la grille de critères, ils discutent entre eux, parce qu'en général, ils sont 2 ou 3, et puis ils repartent et ils refont du franchissement de haie. Donc, de nouveau, oui, on a des grilles par rapport à ça, et elles leur sont communiquées avant. Qui me paraît... Encore des questions sur les grilles ou on peut passer à un autre aspect? Parce qu'il y en a d'autres. Merci. Moi, c'est vraiment un tout petit détail technique. J'imagine que c'est important pour leur capacité d'analyse de récupérer leur voix. Il y avait du son qu'on n'a pas entendu, nous sans doute, mais ma question c'est, est-ce que quand la séquence est filmée, l'enseignant, donc le stagiaire, a un petit micro-cravate qui permet d'enregistrer toutes les interactions avec les étudiants? Non, ça on n'a pas. On n'est pas assez loin, je dirais, soit techniquement, soit... si vous vous rappelez, on a 75 étudiants en deuxième, donc si on doit pouvoir leur distribuer 75 micro-cravates, parce que quand ils partent pour 2 semaines, techniquement, à mon avis, ça va être impossible. Déjà, je ne sais même pas quel est le budget d'un micro-cravate. Enfin, si on doit multiplier ça par 75. Donc non, pour l'instant, on ne le fait pas. Et c'est vrai que peut-être ça, c'est un petit souci. Maintenant, le fait d'avoir le micro-cravate et déjà la caméra, parfois, ça biaise un tout petit peu l'attitude et la manière dont les élèves fonctionnent. D'accord ? Donc, de temps en temps, on a 4-5 têtes qui apparaissent devant la caméra, des enfants qui viennent se mettre devant, et ainsi de suite, qui font des bêtises et qui repartent. Donc de temps en temps, ça modifie un peu le comportement des enfants, dans le sens positif, donc à la limite, ça c'est très bien. Mais avoir le micro-cravate, à mon avis, ça modifierait encore peut-être un petit peu plus. Mais je dirais que... Mais c'est vrai que c'est peut-être une des difficultés, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations. En tout cas, ils n'utilisent pas beaucoup le son et on n'a pas beaucoup cette prise de recul. Sauf, si vous vous souvenez, le feedback avec l'élève, parce que là, la caméra, elle était très proche. Et donc, ça dépend aussi parfois de nos maîtres de stage. Il y a des maîtres de stage qui, de temps en temps, mettent la caméra dans le coin de la salle et la laissent, et puis c'est tout. Par contre, il y a d'autres maîtres de stage qui sont beaucoup plus collaboratifs et qui viennent et qui filment de manière plus proche, et ainsi de suite. Ça dépend un petit peu de comment ça fonctionne avec le maître de stage. Aussi, c'est vraiment à eux de reprendre la vidéo qui leur paraît la plus pertinente pour nous montrer ça. Donc de temps en temps, ils vont peut-être aller chercher une vidéo, ou peut-être c'est un moins bon cours, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire moins bon cours, mais qui permet de mettre plus d'éléments en avant. Parce que je redis, on n'évalue pas la qualité de l'enseignant, on évalue là leur prise de recul par rapport à la matière, aux enfants, et ainsi de suite. On a commencé à parler de matériel. Est-ce que vous avez des questions sur le matériel utilisé évoqué par Xavier ou Marie? Oui, pareil, moi c'est une question technique. Est-ce que c'est avec leur téléphone portable ou ils ont tous une caméra personnelle? Enfin, ils font ça avec leur GSM? Donc globalement, on insiste un maximum pour que ce soit eux qui trouvent du matériel et
on va dire que un tiers de nos étudiants commencent à être équipés d'une tablette et de ce genre de choses. Je crois qu'en 3 ans de ce dispositif-là, on a eu 2 étudiants qui nous ont demandé une caméra à prêter. Voilà. Et on leur a prêté sans problème, parce que grâce au projet école numérique et ainsi de suite, on commence à être un petit peu équipé en matériel, et donc on peut leur prêter ce genre de choses. Quoique notre matériel, il part en stage et ainsi de suite. Donc sur les 30 tablettes qu'on a chez nous, actuellement, on en a 5 dans une réserve. Les 25 autres sont des étudiants de 3e qui testent des dispositifs avec les tablettes, des enseignants qui fonctionnent avec les tablettes. Enfin voilà. Donc chez nous au Parnasse, là pour l'instant, on en a 5, pas plus. Tout le reste, elles sont en cours d'utilisation, quoi. Et donc, grosso modo, ils arrivent toujours bien à trouver une caméra chez l'oncle, la tante, la marraine ou ainsi de suite, et ils arrivent tous vite à trouver normalement au moins ça, quoi. Peut-être on arrive à la fin des 20 minutes. Vous avez évalué, ou vous êtes en train d'évaluer le dispositif. Est-ce que tu peux montrer ne fût-ce qu'une dia concernant l'évaluation ? Mais donc voilà, comme on a dit tantôt, Mathieu, il est en train d'évaluer l'effet, parce que ça fait 3 ans qu'on est dans le dispositif, et on a commencé à demander à nos 3e et à nos 2e d'évaluer la pertinence, d'évaluer est-ce que grâce à la vidéo, ils vont être plus productifs, est-ce qu'ils trouvent ça utile, est-ce que ça va améliorer leur efficacité en tant qu'enseignants, et est-ce qu'ils ont un sentiment de contrôle par rapport à ça. D'accord, j'ai pris les 4 items qui me paraissaient être les plus intéressants ici par rapport à cette présentation-là. Le questionnaire est beaucoup plus vaste que ça. Mais donc, ils ont en tout cas le sentiment qu'ils vont pouvoir être plus productifs grâce à ça, que la vidéo va être utile pour eux dans leur enseignement, soit pour eux, soit pour les élèves, d'accord, que ça va permettre aux élèves d'être des meilleurs sportifs ou d'être plus efficaces en éducation physique, que ça va améliorer leur efficacité d'enseignant. Mais là, c'est pas que la vidéo, c'est l'ensemble des outils. Donc ça peut être tablette, ça peut être tableur, ça peut être, enfin voilà, l'ensemble des outils numériques. Par contre, ce qui est quand même assez révélateur, c'est qu'ils n'ont pas spécialement le sentiment de contrôle des outils. Donc on pourrait croire que c'est une génération qui a une facilité énorme par rapport à ça. Pour vous donner une anecdote, on a une étudiante qui, en 3e, a décidé qu'elle allait créer une association contre l'utilisation des ordinateurs et ainsi de suite, pour revenir au bon vieux papier et pour revenir au travail sur le terrain et ne pas utiliser de tablette dans une salle d'éducation physique parce qu'elle en avait ras-le-bol de toujours nous voir avec nos vidéos et ainsi de suite. Voilà, donc il faut aussi pouvoir l'entendre et de se dire, en tout cas, voilà, anecdotique, mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas tous le sentiment de contrôle par rapport à ça. Surtout le sentiment de contrôle de l'utilisation de ces outils pour pouvoir être efficace et pour faire en sorte que les élèves soient meilleurs. Et de pouvoir faire en sorte qu'ils ont ce contrôle, autre que je mets une vidéo super sympa sur YouTube que j'ai trouvée et ainsi de suite. D'accord ? Même si c'est très sympa de mettre des vidéos sur YouTube, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Mais se dire à quoi ça peut me servir réellement la vidéo pour que mes élèves soient plus efficaces. C'est où est-ce que je place la vidéo, à quel moment je la place. Donc si je travaille les et, est-ce que c'est intéressant de mettre la vidéo de côté? Est-ce que j'ai le sentiment de maîtrise de cet outil pour que ce soit meilleur, pour que mes enfants soient meilleurs? Et là, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de questions. Et nous qui menons des dispositifs, même avec nos étudiants dans le supérieur, moi j'ai été dans le primaire tester des dispositifs et dans le secondaire aussi les années précédentes, mais je me rends compte que ça améliore la capacité d'observation des enfants aussi, mais il faut trouver les situations d'apprentissage et les paliers pour aider les enfants aussi à s'observer. Donc je vous prends... Ouais ? Je vous prends pas d'exemple. Voilà, on est déjà dans des questions qui pourraient alimenter maintenant le débat. Donc je vous rappelle que dans les 30 minutes, on essaye de prendre un peu de recul par rapport au cas, c'est-à-dire que Marie et Xavier vont se retrouver parmi vous et on va discuter peut-être de problèmes qui sont plus larges. Alors, on avait identifié 2 questions, il y en a une 3e qui m'est venue en écoutant Xavier et Marie aujourd'hui. Je vais commencer par celle qui n'était pas indiquée dans l'annonce de cette séance. Et je profite un peu de la présence de Mathieu Denis. Alors Mathieu Denis est diplômé AESI et il a décidé de faire une étude pour son mémoire à la FOPA.
Et son étude va tourner autour de l'évaluation. Et si j'ai bien compris, il est parti d'un des derniers constats qui figure ici dans ce petit graphique. Est-ce que les étudiants qui profitent, entre guillemets, de ce dispositif, de ce matériel, comment est-ce que tu formules la question? Parce que... Donc en fait, on s'est rendu compte que les étudiants de l'année dernière de deuxième étaient quelque part réticents quant à l'utilisation de l'analyse vidéo. Et donc l'idée de mon mémoire, c'était de comprendre les freins et les moteurs justement quant à cette utilisation. Et une des hypothèses à vérifier dans le mémoire, c'est qu'en fait, les étudiants n'ont pas la maîtrise suffisante de l'outil technique. Et donc l'investissement pour eux, quant aux nouvelles technologies, est trop important pour le retour qu'ils vont avoir avec, dans leur métier. Et donc, le problème, donc on va essayer de vérifier justement ceci. Donc, c'était ça. Les freins et les moteurs, entre guillemets, quant à l'utilisation de l'analyse vidéo en éducation physique. Ça, c'est le premier axe qu'on pourrait généraliser. Comment évaluer un dispositif, celui-ci ou un autre, hein. La deuxième question, c'est celle qui était un petit peu à la base de tout l'exposé de Xavier et de Marie. Comment faire apprendre à analyser de manière professionnelle des situations d'enseignement? Donc, quand on est dans la formation d'enseignants, comment faire apprendre à observer pour pouvoir être plus professionnel, plus expert dans ces actions? Ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième, de quelle façon et à quelles conditions les pratiques vidéo peuvent-elles y contribuer? Donc, tous les problèmes liés à l'évaluation d'un dispositif, surtout quand ce dispositif modifie les cours. Hein, vous avez vu qu'il y avait 4 cours qui, quelque part, avaient, je ne vais pas dire fusionné, mais en tout cas qui participaient à cet essai de nouvelles pratiques d'enseignement. Il y a la question qui concerne l'apprentissage à l'analyse pour un but professionnel. Et enfin, dans quelles conditions, avec quelles contraintes éventuellement, la vidéo peut aider à ces nouveaux dispositifs. Alors, je ne sais pas si on pratiquerait de la même façon que Nicolas l'a proposé tout à l'heure, ou bien on se met en 3 groupes, ou bien on traite les questions une après l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Suggestion. Céline me dit, séparons en 3 groupes. Mais alors, il faut se lever, à mon avis, parce que je ne peux pas imposer à tout le monde de faire ceci ou cela. Donc, alors, il y aura un groupe par ici qui s'intéresserait à ce que Mathieu pourrait en faire partie. Il y aura un groupe, alors on va le situer là à peu près, qui s'intéresserait à l'analyse, à l'apprentissage de l'analyse, et puis il y a un 3e groupe qui s'intéresserait plus à la vidéo et à l'implication de la vidéo dans ces dispositifs. Que ce sous-groupe s'est posé et éventuellement des suggestions qui sont apparues. Donc, au niveau de l'évaluation, de savoir si... Bon, ici, moi, je travaille uniquement avec les étudiants du Parnasse du 2e et 3e bac, et de savoir s'il ne serait pas intéressant de sortir un peu de l'école et d'aller voir directement les professionnels, et donc de savoir si eux, par rapport à l'analyse vidéo, ça pourrait les intéresser, si ils ont les connaissances suffisantes, etc. Malheureusement, comme on l'a dit, c'est un travail qui est un petit peu plus important qu'un travail de mémoire, donc ce n'est pas possible, mais très intéressant, pourquoi pas pour l'avenir. On a discuté... Ceux qui sont déjà dans le métier, je veux dire pour l'instant, donc c'est vraiment par rapport aux étudiants et leur ressenti, donc aller chercher les enseignants déjà qui travaillent depuis quelques années dans le domaine. On a ici suggéré justement de se demander comment faire pour que ces étudiants qui ont un problème avec leur image de soi, parce que se retrouver derrière une caméra et puis de se visualiser, c'est assez difficile. Et donc de comment faire pour réussir à mettre de côté
ce problème d'autovisualisation, et donc de peut-être essayer d'instaurer ça dès le départ, et donc depuis la première, et de les habituer à être filmés et à se revoir justement sur les écrans. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure, ça va rentrer dans les mœurs. Si imaginons les futurs enseignants qui vont sortir bien dans quelques années utilisent la vidéo, peut-être que les jeunes qui auront subi ça déjà en primaire ou en secondaire n'auront plus d'a priori face à ça. On ne sait jamais, pourquoi pas. Et donc voilà, on a discuté un petit peu de... Pour ceux et celles qui peut-être dans cette salle ont vécu au cours de leur agrégation les micro-enseignements, ce que vient de dire Mathieu, nous l'avons constaté pendant des années. Certains étudiants sont extrêmement rétifs à se revoir, et c'est la même chose pour les artistes. Très souvent, les musiciens, les acteurs n'aiment pas se revoir, alors que leurs enseignants considèrent que ce serait peut-être le feedback le plus, je ne sais pas, le plus objectif, si je peux... Ce qu'on discutait ici tantôt, c'est... Voilà. Ce qui est assez marrant, c'est que... au niveau des sportifs, par contre, ce qui est assez marrant, c'est que les danseurs, ça fait, je dirais, plus d'un siècle qu'ils ont compris que l'utilisation de l'image, ça peut leur servir à progresser. C'est pas un hasard si on a des miroirs dans toutes les salles de danse. Enfin, je veux dire, eux, ils ont compris ça depuis des années et des années. Maintenant, une des difficultés, nous, tout le dispositif, c'est de pouvoir réussir à appliquer ça dans une classe avec 24-25 élèves, voire plus, avec des conditions matérielles X et Y, et de pouvoir rendre ça efficace. Ça c'est pour nous un des gros défis en plus de... Puisque tu as un micro, dans votre petit sous-groupe, vous avez discuté de quoi? C'est plus moi qui parle. En fait, notre sous-groupe, il était peut-être par hasard mal constitué parce qu'on est tous des passionnés de la vidéo. On s'est rendu compte qu'on l'a tous vécu dans notre agrégation et on n'est pas très jeunes, excuse-moi, mais on a nous-mêmes été confrontés à la vidéo dans notre agrégation. Moi, j'ai une expérience par l'intermédiaire de mon compagnon, de mon mari, qui a travaillé la vidéo pendant 35 ans dans l'enseignement spécialisé et qui a constaté que ça fonctionnait, que ce soit au niveau de la mémoire, que ce soit en travail avec les logopèdes ou que ce soit en partage d'expériences sur le terrain pour l'apprentissage de notions abstraites que les enfants handicapés ou de l'enseignement spécialisé ne maîtrisent absolument pas. Au niveau sportif, on est tous convaincus aussi que l'utilisation de la vidéo permet énormément de choses, mais on est arrivé à la conclusion qu'on avait encore affaire à des adolescents qui n'étaient pas encore bien en accord avec leur propre corps et que parfois c'était ça qui faisait la difficulté d'accepter de se voir et de s'analyser. Et donc, il y a peut-être un travail à faire, mais comme vous le disiez, l'évolution, l'habitude peut-être d'utiliser la vidéo va corriger cela. Et in fine, on se dit que la vidéo est un réel outil, mais qu'il faut se donner les moyens. Parce que sans ça, on n'y arrivera pas, effectivement. Alors ce groupe-là aussi s'est un petit peu penché sur l'usage de la vidéo et les contraintes que cela suppose. Oui, enfin le sous-groupe est peut-être aussi un peu privilégié dans la mesure où il y en a deux qui ont travaillé avec les éducations physiques, donc soit en tant que prof d'éducation physique, soit en tant que psychopédagogue. Et donc la question qui revenait très souvent, c'était quels sont les objectifs justement de la vidéo. Alors, on s'est penché sur d'abord l'auto-apprentissage. Est-ce que ça sert à l'auto-apprentissage de l'étudiant? Est-ce que ça sert à l'évaluation de sa propre didactique par rapport à ce qu'on enseigne? Et alors, ce qui est aussi très important, c'est développer sa capacité d'observer ses propres comportements et par-delà, analyser ses propres élèves puisqu'il s'agit de futurs enseignants. Voilà. Des questions, il y a un lien évidemment avec, je crois, ce groupe-ci, donc peut-être qu'on peut... Voilà. Non qui... Bon, alors chez nous, c'était vraiment très intéressant parce qu'on avait la chance d'avoir une des porteuses du cas dans le groupe. Donc on a commencé par... poser des questions additionnelles et voilà, on a pu voir les grilles qui sont utilisées pour
pour travailler ce sens de l'observation chez les étudiants et ce sens de l'analyse des situations professionnelles. Donc c'était vraiment extrêmement intéressant pour nous d'avoir encore plus, quelque part, d'infos que ce qui avait été présenté dans le cas. Notre question, c'était comment entraîner à l'observation et à l'analyse d'actions professionnelles. Il semblerait que ça se fasse dans le cas en 2 temps, avec d'abord en première quelque chose de plus, bon, on crée ces grilles et puis on théorise sur l'observation, on est nourri par des grilles déjà existantes, hein, notamment celle de Tessier, mais d'autres aussi. Et puis en deuxième, alors, on est prêt à observer la complexité et la multiplicité des critères dans des vraies situations professionnelles qu'on vit soi-même en stage. Et donc, ils ont vu des grilles, ils ont été familiarisés avec tout ça, et puis seulement, après, ils les utilisent pour analyser leurs propres pratiques. Mais ils se sont, entre-temps, rendus compte que c'était tellement complexe qu'ils ont bien besoin de revoir une vidéo plusieurs fois pour pouvoir analyser. Donc la vidéo prend tout son sens parce qu'elle est amenée à un moment où l'étudiant se rend compte qu'il en a vraiment besoin pour faire ses analyses. Donc ça nous a semblé vraiment bien dans la progressivité et le sens que ça donnait à l'outil. Et puis on a dans nos discussions suggéré peut-être aussi de continuer en 3e, alors cette progressivité avec éventuellement un portfolio qui utiliserait des extraits de vidéos faites par l'étudiant de ses propres actions en tant que professionnel. Et l'étudiant choisirait des morceaux de ces vidéos-là qui démontrent ses compétences développées pendant la formation. Donc voilà, et il expliquerait en quoi, pourquoi il a développé des compétences. Donc ce serait toujours avec la vidéo, mais sur lui-même et avec des multiplicités de situations, puisqu'il s'est souvent filmé finalement dans sa formation. Et c'est vraiment très cohérent au fil du temps de ces 3 années et très diversifié. Je pense que Xavier peut montrer que dans le dispositif général du cursus en 3 ans, en 3e année, il y a une possibilité de faire ça. Ouais, tout à fait. Donc, par exemple, dans le cours de ce qu'on a appelé, enfin, le cours de technique de gestion de groupe, tant qu'on parle en cours de cours cette année, l'année prochaine on verra autrement, mais dans le cours de technique de gestion de groupe, ils doivent créer un DVD où ils montrent comment ils peuvent partir d'une situation et comment à partir de cette situation ils peuvent différencier tous les apprentissages en fonction de différents canaux, que ce soit l'enfant, que ce soit la tâche, que ce soit le matériel, que ce soit, enfin voilà, un peu toute une série de possibilités d'évolution. Et ils doivent ramener ça sur un DVD auprès des enseignants, en lien avec l'une ou l'autre des tranches d'âge. Donc ça veut dire que c'est vrai que on n'est plus là, alors à ce moment-là, que sur les enfants de 2 ans et demi à 5 ans, et on essaye de changer les niveaux de tranche d'âge pour lesquels ils utilisent la vidéo, en espérant qu'il va y avoir un transfert vers les plus petits, ou de ce qu'on a fait avec les plus petits vers les plus grands, et ainsi de suite. Voilà. Donc on utilise ça, on continue aussi en 3e, mais plus dans le cadre de notre module et plus dans le cadre du maître en psychomotricité, quoi. Mais dans d'autres cours, ils le font avec cette idée de progression, de différenciation, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous au congrès de l'AIPU qui va se tenir à Mons, si vous ne le savez pas encore, du 15, alors j'ai les dates, je n'ai pas les dates en tête, du 18 au 22 mai, et l'équipe de Xavier, parce que c'est toute une équipe, va présenter un développement encore qui n'a pas été abordé aujourd'hui, peut-être. C'est Christophe qui va venir le présenter. Je ne sais pas quel axe il va venir présenter, mais il va venir en présenter un des 10 qu'on a là. Et voilà, suspense. Comment on est passé d'une approche cours vers une approche programme et quelle est l'évolution qu'on a mis. Si je me souviens bien, c'est ça qui vient présenter. Okay. Avec certainement un axe. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits, ça coûtera plus cher que si vous étiez inscrits au 1er mars. Mais bon, voilà. Merci beaucoup. Donc, il reste des sandwichs. Il reste des boissons, donc je vous en prie, essayez d'en manger. Je vais juste prendre la peine de clôturer la soirée, donc, qui était notre 2e édition du 10-20-30. On voudrait remercier la petite trentaine de personnes qui s'est donné la peine de se déplacer. Merci au montage. Qui s'est donné la peine de se déplacer jusqu'à la Haute École Francisco Ferrer. On est désolé pour tout le public internaute qui n'a pas pu nous suivre en direct, mais dès demain, la vidéo sera disponible en podcast sur la plateforme YouTube de l'AIPU Belgique. Et donc on vous remercie d'être venus si nombreux et de nous suivre dans cette aventure du 10-20-30. Merci.